Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous, c'est l'heure de votre émission Santé Mag et aujourd'hui c'est la dernière de l'année. Et pour cette dernière justement, nous allons parler de cette belle saison qui est l'été. C'est une période attendue, rythmée par le soleil, les vacances et la détente. Mais elle peut aussi représenter un vrai défi pour notre santé. Chaleur excessive, déshydratation, coups de soleil, intoxication alimentaire. Autant de situations fréquentes qui peuvent gâcher l'été si l'on n'y prend pas garde. Que l'on soit en vacances ou simplement en quête de repos, enfants comme seniors, nous sommes tous exposés parfois sans nous en rendre compte. Alors ce soir, avec nos invités, nous allons voir comment éviter ces soucis de santé estivaux, adopter des bons réflexes et savoir comment réagir face aux petits maux et aux situations les plus urgentes pendant cet été. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Boutiba Rayhan. Bonsoir. Bonjour, bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Alors vous êtes dermatologue, marhaba bik. Merci beaucoup. Avec nous aussi Dr Moulay Naïma Bey. Bonsoir. Bonsoir Mounia, merci. Vous êtes généraliste et spécialiste en nutrition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout plaisir pour moi. Avec nous aussi Dr Mouloud Abdallah. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédiatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Exactement, merci de m'avoir invité. Avec nous aussi professeur Benamer Mustafa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Société algérienne de gériatrie. Oui. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous allons parler de cette belle saison, la saison de l'été qui dit été, des grosses chaleurs, dit canicule aussi de temps en temps. Alors, docteur Moulay, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que exactement un coup de chaleur, comment le corps régule-t-il normalement sa température et surtout, que se passe-t-il lorsque le mécanisme de thermorégulation est un petit peu dépassé? Déjà, le coup de chaleur, on est en train de le vivre ces jours-ci, en plein été, en pleine explosion de température. En période de canicule, c'est surtout, ça arrive suite à une exposition assez prolongée au soleil. Qui dit coup de chaleur, c'est coup de soleil, qui s'exprime par un malaise, un état d'âme exprimé par soit de la soif, de mal de tête, une omnibulation et aussi une hyperthermie, une chaleur au toucher déjà, qu'on peut aussi chiffrer au thermomètre. Le système de thermorégulation est perturbé entre le devoir de faire baisser la température corporelle à 36 degrés et lutter contre la température extérieure qui peut aller jusqu'au 43 pressenti. Ça, on parle des villes du nord, oui. Sans oublier les villes du sud, là où il fait jusqu'à 56 degrés à l'ombre. Donc là, il y a une espèce de déshydratation, de perte en eau qui nous pousse à avoir ce fébricule et cette sensation de chaleur qui se dégage du corps de l'être humain. Très bien. Et entre un coup de chaud, comme on dit, un coup de chaud et une insolation, c'est la même chose ou c'est pratiquement le même principe, hein, parce qu'on a le coup de chaud suite à l'exposition solaire. L'insolation, ça vient aussi à l'exposition solaire. Il y a une manière directe et indirecte, parce que même quand on voyage dans une voiture ou dans un train ou dans un bus sous le soleil, à des horaires, par exemple entre le midi et 14 heures, on peut aussi avoir un coup de soleil, même si on est à l'intérieur du véhicule. La manière directe, c'est l'exposition. Par exemple, on est à la plage, on circule, on fait de la marche, on fait du sport à des horaires aussi là où le soleil tape très fort. Ça, c'est la forme directe de l'exposition et du coup de soleil. Très bien. Alors, docteur Mouloud, les nourrissons et les jeunes enfants sont aussi particulièrement vulnérables à la chaleur. Alors, pourquoi leur corps réagit-il de cette façon face à la canicule et quels sont les signes qui doivent alerter les parents? Très bien. Effectivement, l'enfant est particulièrement vulnérable à cette hausse de température, surtout le nourrisson, pour plusieurs raisons. En premier lieu, on sait très bien que notre masse corporelle est composée de plus de 70% de liquide, de masse hydrique. Ce pourcentage est beaucoup plus important chez les enfants et surtout chez le nourrisson et le nouveau-né qui peut arriver jusqu'à 75%. Donc plus qu'on a la masse hydrique est importante, le risque de déshydratation est beaucoup plus important. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, la surface cutanée chez le jeune nourrisson est beaucoup plus importante que chez l'adulte. Donc aussi, le risque de déshydratation est important, surtout si cet enfant est exposé à des températures élevées, surtout au soleil.
Et bien évidemment, chez les jeunes nourrissons, le système de thermorégulation n'est pas suffisamment développé pour régulariser la température corporelle et lutter contre cette chaleur augmentée. Donc il y a un risque de fibricule, bien même une fièvre. Contrairement, l'enfant, c'est difficile, l'adulte, c'est difficile qu'il développe une fièvre carrément suite à une exposition au soleil. L'enfant aussi, il peut développer facilement une fièvre, une hausse de température, il peut tomber dans une fièvre suite à une augmentation de chaleur. D'autres signes, notamment une fatigue qui est remarquable, des signes de déshydratation, notamment des plaies cutanées, des muqueuses qui sont sèches, et pleurent sans larmes, ça c'est l'état un peu plus avancé. Parfois même des maux de tête, des vertiges et même des douleurs abdominales, mais il y a aussi la particularité que l'enfant ne s'exprime pas. Exactement. Il ne peut pas exprimer son mal ou bien ses symptômes. Donc, c'est pour cela, donc l'attention doit être beaucoup plus importante quand on a un enfant, surtout un jeune nourrisson en période d'été, ou bien avec une augmentation de température, ou bien quand on est dehors face au soleil. Justement, est-ce qu'on peut exposer un enfant à un climatiseur? Parce qu'on se pose beaucoup de questions et beaucoup de parents évitent le climatiseur en pensant que ça pourrait faire plus de mal que de bien à ce nourrisson, à ce bébé. Exposer l'enfant à un climatiseur, bien évidemment que non, mais allumer un climatiseur dans une pièce ou bien à la maison, c'est autorisé. Par contre, il faut lutter contre des températures trop élevées à la maison. On doit cibler une température, même quand on a un nouveau-né, carrément, c'est le plus vulnérable à la maison, il faut cibler une température ambiante entre 22 et 25 degrés. Actuellement, il y a des climatiseurs qui peuvent afficher une température ambiante, donc on peut gérer la température à domicile. Mais bien évidemment, il ne faut pas l'exposer directement, il ne faut pas que la température du climatiseur soit inférieure à 24-25 degrés, c'est ce qu'on dit souvent. Mais oui, c'est autorisé de line. Par contre, notre objectif que l'enfant ne doit pas transpirer, surtout les jeunes nourrissons et le nouveau-né, et que la température de préférence à domicile ne doit pas être supérieure à 26 degrés. Très bien. De préférence. Et les personnes âgées ne sont pas en reste, elles sont tout aussi fragiles par rapport à ces hausses de température. Alors quels sont les facteurs physiologiques et les conditions de santé qui augmentent le risque de coups de chaleur et de déshydratation chez les personnes âgées, voilà. Et comment les symptômes peuvent-ils se manifester chez eux? Oui, il y a la partie physiologique, puisqu'avec l'âge, surtout à partir de 75 ans, nous avons ce qu'on appelle la perte de l'élasticité, donc cutanée, un tarissement donc des glandes sudoripares, et puis il y a une diminution de la sécrétion au niveau donc à l'intérieur donc de l'organisme, à savoir au niveau une sécheresse au niveau des poumons, au niveau donc de l'estomac, au niveau de la moelle osseuse, puisqu'ils ont une myélodysplasie qui s'installe chez le sujet âgé. Donc nous avons toute une transformation qui est physiologique chez le sujet âgé. C'est tout à fait naturel, et une diminution donc de la sensation de soif chez la personne âgée, c'est connu ce qu'on appelle les réseaux de thermorégulation qui sont tout à fait, donc ils perdent leur équilibre, et puis le sujet âgé n'a pas soif. Les formes donc de manifestations cliniques, et nous avons deux formes. Il y a ce qu'on appelle la déshydratation extracellulaire et la déshydratation intracellulaire. C'est deux formes qui sont tout à fait différentes, et la plus grave c'est la déshydratation intracellulaire. Pourquoi? Parce qu'elle peut se manifester par une fièvre isolée. Ça c'est le grand problème, et une sécheresse qui est importante. Le grand problème chez la personne âgée, c'est que le mode de manifestation n'est pas classique. Il peut avoir une asthénie. Il peut avoir un trouble, donc un trouble, donc il n'arrive pas, donc un trouble de la vision, pardon, donc un manque d'appétit, une faiblesse importante. Ce qu'on appelle des signes qui peuvent parfois paraître qui ne sont pas très anodins, mais en fin de compte, qui ne sont pas spécifiques, mais en fin de compte, ils peuvent nous dire faites attention. Faites attention, le patient peut aller vers une déshydratation. Et quand on a aussi des maladies chroniques, comme une hypertension, on peut avoir des symptômes qui ressemblent à ça, et on se dit que c'est peut-être la maladie. Voilà, et puis nous avons, donc ça c'est ce qu'on appelle la physiologie et les troubles physiopathologiques, et puis nous avons l'autre versant, c'est-à-dire les maladies, les comorbidités, ce qu'on appelle les maladies nombreuses, principalement par exemple la personne qui a une insuffisance hépatique, la personne qui a une insuffisance rénale, la personne qui a un diabète, donc tout cela. Et le troisième volet, c'est la prise médicamenteuse. Donc nous avons ces trois volets qui, lorsqu'ils s'entremêlent, provoquent donc ce qu'on appelle une déshydratation importante chez la personne âgée, avec des signes qui ne sont pas anodins comme chez la personne adulte.
Très bien. Donc il faudra aussi faire attention aux personnes âgées et aux enfants, c'est les personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. On pense à tous ces symptômes, mais on pense aussi à la peau. Est-ce que la peau, justement, quand il y a une déshydratation, est-ce qu'il y a une manifestation sur la peau qui est claire et qui est visible, Oui, docteur? absolument, oui. En cas de déshydratation, c'est visible, comme l'avait précisé le docteur. Donc, il y a déjà les plis cutanés, mais en général, la peau, en fait, c'est le coup de soleil. Les manifestations sur la peau, donc tout ce qui est plis, etc., c'est un peu tardif, c'est dans les cas plutôt avancés. Donc en termes de coup de soleil, c'est surtout cette rougeur. Justement, vous allez directement à la prochaine question, le coup de soleil. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une brûlure? Par quoi il se manifeste? Voilà, donc le coup de soleil, en fait, si on peut le simplifier comme ça, c'est une agression des cellules cutanées de la peau. Donc c'est des UV qui vont venir endommager les cellules de la peau. Donc endommager ce qui est le plus précieux, c'est l'ADN ou le génome, ce qui va faire de ces cellules donc le lit de cancer. Ça se manifeste par une rougeur qui est aiguë. On le décrit aussi par une douleur cutanée et dans les cas extrêmes par des cloques, ce qu'on appelle vulgairement. Donc les cloques, c'est le décollement, donc c'est des bulles. C'est assez grave, ça peut aller c'est-à-dire une simple rougeur à un état de malaise, comme ils avaient expliqué, un état donc d'obnubulation, de vomissements incoercibles, des maux de tête, etc. D'accord. Est-ce qu'on peut le classer justement? Est-ce que c'est une brûlure du premier, deuxième degré? Oui, c'est une brûlure de premier degré quand c'est une rougeur, un érythème et tout. Après, si on est vers les bulles et le décollement, là, on est clairement dans le deuxième degré. D'accord, très bien. Et on parle aussi de capital soleil. On entend beaucoup ce terme-là, capital soleil. Qu'est-ce que veut dire le capital soleil et en quoi on doit faire attention quand on a un capital soleil faible ou élevé? Parfait, donc c'est une excellente question. Le capital solaire, permettez-moi, c'est en fait une notion abstraite. Elle est définie génétiquement. Donc on est tous avec un capital solaire qu'on définit par la capacité de la peau à tolérer les UV. Donc on peut s'exposer au soleil sans pour autant avoir des dommages tissulaires. Ce capital solaire, malheureusement, on est avec, mais il s'épuise avec le temps. Et justement, c'est l'exposition solaire répétée et prolongée et les coups de soleil qui font de ce capital solaire qui s'épuise. Et en général, on a la partie la plus importante avant 18 ans. Donc d'où l'intérêt justement de cette notion, parce qu'une fois le capital solaire est épuisé, on aura des dommages tissulaires. Encore une fois, on retombe dans les lésions précancéreuses et cancéreuses. De l'intérêt donc de faire attention aux bébés, exactement, et de sensibiliser les gens par rapport à cette exposition. Et voilà. Surtout que c'est la période, tout le monde aime s'exposer, avoir ce teint allé, avoir ce teint bonne mine, qu'on aime bien. Le bronzage. Le bronzage. Donc on va faire quand même attention. Alors, docteur Moulay, comment bien s'hydrater et adapter son alimentation pendant les fortes chaleurs et quelle boisson ou aliment favorisé ou déconseillé? Déjà, on parle de l'hydratation toute l'année. On en a parlé plusieurs fois sur le plateau. On s'hydrate été comme hiver, même si on n'a pas la sensation de soif, comme disait mon confrère. Le sujet âgé n'a pas vraiment la sensation de soif, il n'a pas l'envie de boire. Là, on doit instaurer un rituel d'hydratation. Il y a des applications sur le téléphone, ou bien il faut qu'il y ait un réflexe de boire de l'eau. Moi, je conseille souvent mes patients de boire chaque 1 heure. Je leur dis, quand c'est 13h, 14h, 15h, 16h, c'est un verre d'eau chaque 1 heure pour pouvoir faire réellement le capital de 1,5 litre jusqu'à 2 litres jour. Quand c'est l'été, il y a la transpiration, on se dépense physiquement et à l'exposition de soleil, il y a les pertes en eau. Donc la demande ou bien la réserve en eau doit augmenter. Donc on va aller jusqu'à 3 litres jour pour éviter éventuellement la réaction osmolaire et la fuite des oligo-éléments et minéraux dans le milieu intra- et extracellulaire. Donc 3 litres, c'est vraiment largement suffisant entre eau, fruits et légumes hydratés. Et alimentation, justement. Oui, fruits et légumes hydratés. Là, le meilleur fruit, ça reste la pastèque. Voilà. Elle est hypocalorique pour ceux qui veulent faire du régime et perdre du poids. Et riche en eau. Mais il y a aussi le raisin, il y a le melon, il y a la tomate. Et on va vers aussi des légumes rafraîchissants, tels que la salade, le concombre, tout ce qui est vert aussi, qui hydrate, qui rafraîchit, pas pour autant... À ce moment-là, quand on a une alimentation qui va nous hydrater, justement, 3 litres d'eau, ce n'est pas beaucoup?
Mais c'est fractionné hein, dans la journée, on transpire, parce qu'en plus on transpire, on a soif. Là, même sous les projecteurs du studio, on est en train de transpirer. Hein, donc là, tout de suite, on a soif, on a la langue un peu pâteuse et tout. Donc 3 litres en 24 heures, c'est 1000 fois rien. On transpire des cheveux, on transpire des aisselles, de la peau, du ventre. Quand on va à la plage, on voit des gens avec même des gouttelettes de transpiration, même sur un transat. Oui. Donc là, 3 litres, c'est entre aliments et aliments et voilà, aliments et liquide. Donc là, après la pastèque, c'est pas 1 litre non plus. Donc là, c'est 100 grammes de pastèque ou bien un concombre, de la laitue et tout. 100 grammes de pastèque uniquement? Ah oui, alors là, oui, là, c'est parce que là, les 100 grammes, on mange avec modération, parce que si on mange 100 grammes le matin et 100 grammes le soir, ça fait quand même un bon pactole de fructose. Oui, il faut aussi appeler les choses par leur nom, les notions, le fructose qui se transforme en glucose et le glucose qui va se transformer en matière grasse et on va stocker, on ira vers encore des problèmes de santé et des problèmes métaboliques par la suite. Parce qu'il y a des personnes qui te disent je ne mange pas de sucré, je ne mange pas de pâtisserie. Là aussi, il y a des aliments très sucrés, les gâteaux, les glaces, les sorbets qui sont sucrés, qui nous donnent la sensation de soif, parce que là, il y a une hyperglycémie. Oui. Si on dose le glucose, on ne parle pas des patients diabétiques, mais même chez les sujets normaux, il y a quand même un certain degré de glucose qui est élevé et qui nous donne envie de boire pour pouvoir éliminer l'excès, pour arriver toujours à 1 gramme par litre à l'heure. Alors les fruits et légumes rafraîchissants, mais avec modération quand même. Avec modération, même les légumes, même les légumes, c'est avec modération. Très bien. Alors, docteur Moulouch, justement, pour les enfants, comment assurer une bonne hydratation chez l'enfant? Et un enfant, combien doit-il prendre d'eau par jour? Très bien. Un bébé aussi. La même chose, la meilleure boisson reste l'eau. Oui. Voilà, surtout pour les enfants. La ration hydrique que doit prendre l'enfant, bon, il y a un calcul qu'on fait pour les jeunes nourrissons, mais au moyen pour l'enfant, c'est entre minimum 1 litre à 1,5 litre par 24 heures. Liquide, voilà, comme liquide. Maintenant, il y a une particularité chez les enfants qui ont quelques problèmes de santé, qui sont malades en période d'été, par exemple les enfants qui font des gastroentérites, qui font diarrhée, vomissement, les enfants qui sont très exposés à une chaleur très élevée, par exemple journée en plage, journée dehors. Là, on préconise non seulement l'eau, mais l'eau et les sels minéraux. Donc, on préconise dès les premiers symptômes de la gastroentérite, dès les premiers épisodes de la diarrhée, il faut prendre systématiquement, même sans demander l'avis du médecin à domicile, donner les SRO, c'est-à-dire les sels de réhydratation orale, en les préparant, en donnant à l'enfant à volonté. Il est préconisé de donner après chaque sel liquide, durant un épisode de diarrhée, environ 200 ml de l'eau et les sels minéraux, avec une moyenne de 1,5 litre d'eau en 24 heures. Pour un enfant pour un bébé exclusivement allaité, très bien. Quand un bébé est exclusivement allaité, est-ce qu'on introduit de l'eau? Très bien. Ou pas? Alors, pour les enfants exclusivement allaités, quel que soit le type d'allaitement maternel ou artificiel, pas d'eau jusqu'à l'âge de 4 mois. C'est uniquement le lait. De préférence le lait maternel. Par contre, on préconise une bonne hydratation pour la femme allaitante. En moyenne 2 litres d'eau par 24 heures pour la femme qui allaite au sein. Okay. Et on préconise aussi d'augmenter le nombre des repas par 24 heures et aussi prendre au moins un verre d'eau avant chaque tétée, c'est-à-dire chaque 3 heures. En moyenne. Ça, c'est pour l'enfant qui est allaité exclusivement. Maintenant, après 4 mois, il y a ce qu'on appelle, entre 4 et 6 mois, il y a ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Là, c'est autorisé, on doit introduire l'eau dans le régime alimentaire de l'enfant. Là, c'est vrai, la ration hydrique, elle est basée encore sur le lait, mais on doit introduire parallèlement l'eau. Donc, en moyenne, il y a des calculs à faire, mais je dis en moyenne entre 700 ml, en moyenne de 700 ml à 1 litre par 24 heures. Entre les mois, on commence par la cuillère à café d'eau chez le nourrisson. À 4 mois, on diversifie aussi avec l'eau, surtout en période d'été. En hiver, on n'a pas besoin d'hydrater le nourrisson, mais en période d'été, en grande chaleur, déjà la cuillère à café d'eau, on peut l'introduire tranquillement. Juste une petite remarque, il y a une question qui se répète souvent, il y a une notion reçue, le bébé sous les maternelles, on n'entend pas l'eau avant 4 mois, le bébé sous les
artificiel, on peut donner non, quel que soit le type d'allaitement maternel ou artificiel, pas d'eau jusqu'à l'âge de 4 mois. Parce qu'il n'y a pas que l'hydratation, mais il y a aussi la capacité de filtration rénale de ce bébé. Est-ce qu'il est capable de... Pas de tisane non plus chez les bébés. De préférence, évidemment. Évidemment. Et quand on parle d'allaitement maternel exclusif, c'est le lait maternel exclusivement. Pas d'eau, pas de tisane, pas d'autres médicaments, aucun autre nutriment hormis le lait maternel. Très bien. Professeur Benamar, on passe des petits aux seniors, justement. De l'extrême vers l'extrême. Exactement. Donc pour les seniors, justement, comment faire pour qu'ils boivent suffisamment pendant la journée, surtout qu'ils ne ressentent pas cette sensation de soif? Est-ce qu'on peut proposer autre chose que de l'eau, s'ils n'aiment pas justement boire de l'eau aromatisée qu'on peut préparer à la maison? Comment que ça se passe pour les personnes âgées? Moi, je crois qu'il faudrait voir autrement la personne âgée, puisqu'on voit la personne âgée simple, mais il faudrait toujours savoir qu'il y a des personnes qui ont des démences, des personnes qui ont l'Alzheimer, des personnes âgées handicapées, des personnes âgées donc, qui ont des problèmes de santé, qui nécessitent un allaitement après un AVC. Toutes ces personnes nécessitent une aide, ce qu'on appelle l'aidant. Ici, le rôle primordial de l'aidant, c'est ce que Mme Moulay a bien précisé, le côté hydrique, mais le grand problème, c'est comment venir chez cette personne. Surtout lorsqu'elle est très âgée, ce qu'on appelle les personnes très âgées qui ont plus de 75, de 85 ans et plus de 100 ans, ce qu'on appelle les supracentenaires. Ça, il nécessite une attention particulière. En plus de ce que Mme Moulay nous a bien précisé, la quantité d'eau, les aliments c'est-à-dire qui sont fraîches, les légumes, etc. Et un autre problème, c'est l'atmosphère de la personne âgée. Parfois, on s'occupe, bien sûr, d'assurer l'hydratation, mais parfois, l'atmosphère de la personne âgée qui est source donc de déshydratation lorsqu'on est exposé dans une chambre fermée où le soleil tape d'une manière très forte, lorsqu'on oublie parfois d'ouvrir donc les fenêtres de l'autre côté, donc ça pose un problème pour cette personne âgée. Et puis, il y a l'action sur les médicaments, puisque la personne âgée, surtout lorsqu'elle a alité, l'aidant doit jouer son rôle pour donner ces médicaments à bon escient, parce qu'on a des médicaments qui entraînent des effets. Si la personne est déshydratée et les sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, automatiquement nous aurons des problèmes sur le rein. Les personnes qui prennent donc des diurétiques, elle a une insuffisance par exemple cardiaque et qui nécessite la corticothérapie, les diurétiques, elle a une insuffisance aussi rénale qui nécessite parfois les diurétiques, donc ça nécessite une attention particulière. La personne qui est sous corticothérapie. Donc nous avons des médications. Et puis, n'oubliez pas, la personne âgée cancéreuse, c'est qui a un cancer. Donc, je crois que nous avons le cas le plus simple. Un sujet âgé, déshydraté, qui est bien, qui ne pose pas de problème. Ici, on essaie de l'aider, de lui donner d'une manière régulière une quantité suffisante d'eau et autre chose. Mais nous avons la grande problématique chez la personne âgée polypathologie, multitarée et polymédiquée. Ça, c'est la grande précaution. C'est pour cela, notre appel, c'est en plus des conseils, c'est l'aide primordiale donc de l'aidant qui doit participer activement à prendre en charge cette personne âgée et deuxièmement, agir surtout sur l'atmosphère de la maison. On joue bien sûr en essayant donc de faire attention comment rafraîchir là où la personne âgée, dans sa chambre principalement et aussi dans sa maison. La clim. La clim, il y a une discussion entre la ventilation et la climatisation. D'accord. Ce qu'on préconise, premièrement, essayez par tous les moyens, bien sûr la température toujours entre 24 et 22 et 25, ça je crois il y a un consensus sur ce problème. Le second, c'est mettre la climatisation, si c'est possible, rafraîchir pas uniquement la chambre, la mettre dans un côté où il y a, avant que la personne ne soit dans cette chambre, rafraîchir l'atmosphère. Ouvrir par exemple les fenêtres là, le sens contraire. Donc, pour qu'il y ait un courant d'air. Un courant d'air, ça c'est très important.
important. Et puis, agir sur le patient, sur la personne âgée. On essaye d'hydrater donc la peau, le visage, etc., les parties découvertes donc de la personne, en plus de l'apport hydrique. Donc voilà comment il faudrait agir. Donc agir sur les 3 problèmes, à savoir la partie physiologique, la polypathologie et la polymédication. Et le rôle primordial de l'aidant. Ça, c'est très important. Pour rafraîchir, justement, vous parliez de la peau, des parties qui sont découvertes. Est-ce qu'on rafraîchit avec, par exemple, un linge humide ou des brumes d'eau, ou alors avec des crèmes? Moi, je pense, lorsqu'il est chez un peu d'eau, je pense que c'est plus pratique. C'est-à-dire, ça dépend. Bien sûr, ça dépend des familles, etc. Mais je crois avec un gant de toilette, avec une eau simple. Parce qu'on ne va pas imposer à toutes les tranches de société d'avoir des brumes, des crèmes. Ça pose un problème sur le plan pratique. Ça va de l'eau jusqu'aux crèmes. Des crèmes hydratantes, parce que de la vaseline à 0%, ça peut hydrater aussi. Tout simplement. Tout dépend donc du milieu familial, et du budget de la personne. La chose la plus simple, c'est une gantée, je crois. Et justement, en parlant de crème, il y a aujourd'hui plusieurs moyens pour se protéger la peau. On a les crèmes solaires. Encore faut-il décortiquer les indices. Le SPF 30, 50, 50+, quelle est déjà la différence entre, par exemple, un SPF 30 et un SPF 50 ? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors tout d'abord, il faut expliquer qu'est-ce qu'un SPF. Alors SPF, c'est un facteur de protection solaire. Donc si on veut, c'est un indice qui va de 10, 30 à 50+. Il n'y a pas d'indice plus de 50, c'est un 50+, point. Donc cet indice va faire que, je donne un exemple pour expliquer, une personne de phototype très clair, disons un phototype 1, qui est par exemple rouquine, une personne rouquine, donc qui va, lors d'une exposition solaire, va développer son coup de soleil à 10 minutes. Le SPF, où le facteur de protection solaire va faire que ce coup de soleil va se développer, si il est à 30 par exemple, 30 fois 10, donc après 300 minutes. Donc il va prolonger donc, cette tolérance. Attention, cette tolérance n'est pas absolue. Donc il va va réfléchir ces rayons ultraviolets, mais ce n'est pas tous les rayons. Donc c'est-à-dire réfléchir une majorité des rayons, mais pas tous les rayons. Maintenant, pour le choix de ces écrans solaires, il faut savoir que l'SPF est le premier critère à prendre ou à tenir en compte. Donc on choisit toujours le 50+, ou on peut prendre du 30? Alors, tout dépend de la saison. On est dans un pays ensoleillé, on est obligé de prendre le 50. Après, le 10 et tout, je pense que c'est beaucoup plus en hiver, sachant que la protection solaire se fait en hiver, tout comme en été. Les UV transpercent, donc ils transpercent les nuages. Donc on est dans tous les cas, on doit être protégé, beaucoup plus en été. Donc le premier critère serait le SPF. Le deuxième critère serait la couverture, donc il faut que cet écran solaire assure une couverture des UVA et les UVB. Et en troisième lieu, c'est bel et bien d'avoir un écran solaire, mais pour l'utiliser. Voilà, il faut l'utiliser, ça se revient. Justement, à quel rythme l'utiliser et quelle quantité mettre? Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui mettent une noisette et puis on se la met sur le visage et on croit qu'on est protégé. Sur tout le corps. Surtout quand ça laisse le masque blanc, on va dire. Alors l'application doit être généreuse et suffisante. On entend par suffisante, donc il y a un consensus par rapport au visage. Donc on décrit ces 2 doigts pour le visage. Uniquement le visage, c'est 2 doigts. Donc c'est les 2 sur le visage. Mais après, quand on se protège contre le soleil, il ne faut pas oublier les autres zones, le décolleté, les oreilles. Il faut les oreilles. Voilà. Surtout chez les personnes âgées. Donc c'est un lit de lésions précancéreuses. D'accord. Voilà. À côté de la protection donc par écran solaire, n'oubliez pas la protection textile ou physique. C'est la base, c'est la plus efficace et la plus simple. Renouveler toutes les 2 heures. Renouveler chaque 2 heures. Parce qu'on transpire, parce qu'on peut nager, ce n'est pas forcément waterproof. Absolument. Et de plus, c'est pas une protection à 100%.
tout simplement. Voilà. Très bien. Alors, nous allons suivre un reportage. Maintenant, nous allons parler justement, durant la période estivale, nous avons aussi quelques soucis, on va dire, d'intoxication alimentaire. Et durant la période estivale, entre chaleur et repas extérieurs, le risque d'intoxication alimentaire grimpe, pique-nique, barbecue, aliments mal conservés ou mal cuits. Les bactéries prolifèrent et les symptômes peuvent être sévères. Alors, comment les éviter? Un reportage de Mélim Damis. Chaque été, des milliers de personnes sont victimes d'intoxication alimentaire. Avec la hausse des températures, les bactéries prolifèrent et transforment un simple repas rapide ou un sandwich appétissant en un véritable danger, souvent invisible. Pour éviter ces risques, de plus en plus de consommateurs optent pour des plats faits maison, jugés plus sûrs et mieux contrôlés. Nous essayons déjà de boire que de l'eau en bouteille. Et puis on va dans les restaurants où c'est frais, où il y a une traçabilité, où on regarde qu'est-ce qu'il y a. Si on peut voir la cuisine, c'est déjà pas mal. On évite un peu la cuisine rapide. On ne sait pas d'où ça vient, où ça va, comment que c'est. Il y en a des jours que je mange dans la maison, par exemple. J'améliore. On a des jours que j'en mange dehors. On n'a pas le choix. À vrai dire, on fait des salades, etc. Dans les services d'urgence, les cas d'intoxication alimentaire sont fréquents, notamment pendant la saison estivale, et concernent des patients de tous âges. Il faut savoir que les malades consultent au pavillon des urgences généralement pour des troubles digestifs, à savoir des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées. Parfois, elles s'accompagnent aussi de fièvre et de maux de tête. Ce qui est important à signaler, c'est que le tableau clinique est, on va dire, donc la gravité est variable d'un malade à un autre et qu'il y a des personnes qui sont vulnérables, notamment les sujets âgés, la femme enceinte, les enfants et les sujets qui ont des maladies chroniques. Cependant, la sensibilisation reste de mise. On demande aux patients justement de faire attention à ce qu'ils mangent et donc de respecter au maximum la chaîne de froid, respecter les conditions de conservation des aliments, bien cuire la viande, se laver les mains avant toute manipulation ou consommation d'aliments et bien évidemment de bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer. Nous, en tant qu'association des consommateurs, évidemment, on est dans la sensibilisation, donc on fait toute l'année. Et qu'on augmente aussi, parce qu'on intensifie pendant l'été, parce que c'est pendant l'été que ça apparaît le plus, mais aussi dans la proposition. On est dans la proposition envers les pouvoirs publics pour justement à chaque année essayer de maîtriser, de réguler le marché des produits alimentaires qui sont sensibles, notamment les viandes, notamment tout ce qui est produits laitiers, comment faire de la surveillance, comment lancer les alertes, comment aussi sensibiliser d'une manière très, je dirais, très médiatisée et aussi comment assurer un bon contrôle. Un bon contrôle que ce soit au niveau de la production, de la distribution et de la commercialisation. Des gestes simples et un peu de vigilance suffisent pour que l'été reste une saison de plaisir et non de danger. Exactement, il faudra faire attention à ce qu'on mange, à se nettoyer les mains, parce que Dr Moulay, depuis tout à l'heure, dit nettoyer surtout les mains. Oui, parce que justement, le foyer d'infection commence d'abord par le toucher. Donc le premier geste à faire, c'est de se laver les mains avant et après. Parce qu'on a tendance à se laver les mains avant de manger, mais après, surtout pour les enfants, on essaye d'insister et de leur montrer le rituel de se laver les mains après. Et comme ça a été noté dans le reportage, et aussi, on vient de parler de la journée aussi internationale de la sécurité alimentaire où tout ce qui est chaîne de froid, la chaîne de distribution des aliments, des produits préparés, des fruits et légumes, comment sont-ils conservés, ont été abordés. Donc là, laver les fruits et légumes aussi après l'hygiène des mains, mais quel aliment mettre au réfrigérateur? Quel aliment laisser à l'extérieur du réfrigérateur? Quelle température? Est-ce que c'est à moins 4 degrés ou bien à moins 10? Est-ce que mettre dans le freezer ou dans le congélo? Comment décongeler aussi? Parce que là, on peut, par exemple, des mamans qui travaillent, qui congèlent des aliments et décongèlent. On a tendance à mettre sur la table de cuisine et après le boulot, on va réchauffer tout de suite. Oui. Ça, c'est l'erreur numéro 1 parce que là, tout de suite exposé à une température très élevée, réallume la chaîne de production des microbes, si on veut, la reproduction des bactéries suite à l'exposition solaire. Donc là, mettre dans le freezer ou dans le congélateur ne tue pas les bactéries, mais plutôt les endort.
les endort. Dès qu'ils ont une source de chaleur, ça peut les raviver et les rendre encore vulnérables. Et ça, tout de suite, c'est l'intoxication. Les fruits et légumes qui quels sont les aliments justement les plus à risque? Oui, c'est surtout la tomate, le poivron et tous les fruits. Parce que là, les fruits se détériorent très rapidement. Le melon, la pastèque, le raisin aussi. On n'achète pas une pastèque déjà découpée? Les foyers algériens commencent à acheter des demi, il faut se le dire. Hein, donc, c'est vrai que c'est couvert avec un film alimentaire qui prouve que le couteau a été nettoyé et la pastèque aussi qui a été nettoyée ou pas. On parle aussi de oui, professeur. Comment? Les conserves. Oui, aussi les conserves, parce que là, c'est vrai que la cuisine rapide, le thon, tout ce qui est maïs... Éviter tout ce qui est éviter les conserves, éviter les légumes les plus fragiles. Non, mais nettoyer au moins la surface, parce que là, ils sont exposés dans... Et puis, respecter les dates d'expiration. Parce qu'il y a eu en 2003 et en 2005 et en 2007 le botulisme. Le botulisme causé par le thon, causé par je crois, les saucisses. Oui, aussi tout ce qui est... Aussi, donc, il y a eu une épidémie, une mortalité importante, je crois, chez les enfants. Chez les enfants. Les enfants sont les plus fragiles, justement, par rapport au gastro... Alors, on parle d'intoxication alimentaire ou de gastroentérite chez l'enfant? Très bien. Chez l'enfant, on parle de la gastroentérite. La gastroentérite, elle a ses causes. Parmi les causes, c'est les intoxications alimentaires, c'est la contamination à travers d'un autre enfant qui est malade, ou bien une contamination par voie, ce qu'on appelle manuelle portée. C'est pour ça c'est très important le lavage des mains et l'hygiène des mains, comme l'a signalé ma consoeur. Donc voilà les voies de contamination chez l'enfant. Donc on a soit les aliments souillés ou bien l'eau, c'est très important. La contamination manuelle portée, parce qu'un enfant il joue un peu partout et puis il met les mains dans la bouche, ça se transmet directement, ou bien à travers un autre enfant malade. C'est très important en période estivale parce qu'il y a beaucoup de collectivités, il y a beaucoup de sorties, on fréquente des endroits publics, donc il y a la contamination qui se fait plus facilement. Et les virus qui sont responsables de la gastroentérite chez les enfants, notamment le rotavirus, c'est vrai, c'est pas des virus très méchants, mais c'est très contagieux, avec une vitesse de contamination qui est très importante. Donc si pour cela il faut faire très attention, surtout aux règles d'hygiène et lavage des mains pour les enfants avant chaque repas. Et après aussi, et bien sûr après chaque toilette, pour l'enfant et sa maman. Exactement. Voilà. Et justement, quels sont les symptômes chez l'enfant? Et est-ce qu'ils apparaissent rapidement, ces symptômes-là? Les symptômes chez l'enfant sont essentiellement une petite fièvre, 38,5 degrés, une diarrhée qui fait des selles entre plus de 3 à 4 épisodes par jour, vomissement, douleur abdominale. C'est ça les symptômes essentiels. Mais on craint bien évidemment la déshydratation. On ne craint pas la diarrhée, les vomissements, le virus partent, les symptômes partent, mais notre hantise, c'est la déshydratation, bien évidemment. C'est pour cela, dès les premiers symptômes, on doit commencer, avant de commencer le traitement symptomatique, commencer la réhydratation, augmenter la ration hydrique et commencer les selles de réhydratation orale. Justement, quels aliments éviter à ce moment-là? Parce qu'il y a peut-être des aliments qui vont aggraver la situation. Les aliments qui aggravent la situation, on privilège toujours, bien sûr, chez les enfants, les aliments sains, naturels, bien évidemment. Il faut éviter tout ce qui est les jus, surtout les jus conservés, parce qu'ils accélèrent un peu le transit chez les enfants. Parce que c'est riche en acide citrique, les produits laitiers aussi. Donc ils vont accélérer le transit chez les enfants. Et on préfère toujours, surtout en cette période, bien sûr, en général, mais surtout en cette période, de manger à la maison, éviter de manger dehors, ou bien éviter les aliments conservés. Éviter de manger dehors, ça pose un problème. Non, parce qu'on peut faire un pique-nique, cuisiner à la maison, mais après l'endroit aussi. Quand on déballe un peu les boîtes bien soigneusement préparées par la maman et tout, il faut faire très attention quand on manipule l'alimentation. Le trajet, il faut calculer, il faut mettre dans des sacs isothermes. Je voulais revenir aussi pour les 3 personnes âgées. Nous avons 2 formes, bien sûr. Nous avons la forme avec une douleur épigastrique aiguë, avec un microbe particulier, et nous avons la forme avec une diarrhée. Donc c'est dans 2 formes différentes. Donc la personne peut se présenter. La première, elle est aiguë, c'est-à-dire une demi-heure à 1 heure après avoir ingéré une alimentation contaminée. Donc la personne aura des douleurs épigastriques importantes.
pouvant mimer donc même une perforation, c'est-à-dire une douleur importante, peut-être même une urgence chirurgicale. Et nous avons la deuxième forme avec une diarrhée qui survient 3 à 4 heures après, avec une diarrhée et un état fébrile. Le premier cas, il n'y a pas un état fébrile. Il y a juste une douleur importante, insupportable. Par contre, le deuxième cas, c'est 3 à 4 heures après. Et puis, pour l'intoxication alimentaire, nous avons donc les intoxications collectives. Et nous avons les intoxications donc individuelles. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est pour cela. La deuxième nécessite donc une enquête importante de la part des autorités, dans les restos, lors des fêtes, etc. Les mariages, etc. Ici, ça nécessite une intervention. Donc pourquoi? Parce que vous aurez 50 à 60 personnes qui partent donc, dans les hôpitaux. Dans les cas isolés, donc ça nécessite une enquête en fait personnelle. Au domicile. Donc deux choses différentes. Chez la personne âgée, lorsqu'il a une intoxication, c'est sérieux, la personne âgée. En plus de ce que ma consoeur et mon confrère et nos amis ont précisé, il y a le mode de préparer les médicaments à la personne âgée. Parfois, il y a le médicament qu'on laisse parfois stagner. On lui donne après un sirop qui est mal fermé. Sur la table de chevet, c'est dans 2 heures que tu vas prendre ça. La pipette indique, on ne la reste pas. Voilà. C'est ça ce que... Justement, une intoxication alimentaire chez un senior, ça peut être très grave. Et justement, comment réagir? La prise de médicaments, comment se fait-elle? Quelle est la première chose à faire quand une personne âgée qui est multitarée justement, quelle réaction avoir? Est-ce qu'on va aux urgences? Est-ce qu'on attend? Que faire? Non, donc ça dépend le mode, le mode de manifestation de cette intoxication alimentaire. Soit on a dit une douleur aiguë, soit on peut dire il y a une diarrhée. Automatiquement, il faudrait voir rapidement la source et puis agir en donnant bien sûr, en assurant donc une hydratation régulière et non régulière. Et puis donner ce qu'on appelle un protecteur gastrique et un protecteur intestinal, dans le but donc de limiter, c'est-à-dire cette propagation des microbes. Et puis on essaie de voir, parce que généralement, si on remarque qu'il y a une hypotension, c'est quelque chose de très grave. Si on remarque qu'il a une diminution de la température, c'est très grave. S'il a une augmentation de la température, c'est très grave. Si on sent qu'il a même une petite douleur abdominale diffuse, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la forme asthénique chez la personne âgée. C'est-à-dire la personne âgée peut avoir une douleur abdominale importante, et pour lui c'est rien, mais pour nous c'est quelque chose de très sérieux. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la douleur asthénique. Ici, il faudrait prendre la patiente, demander bien sûr l'apport d'un médecin si on peut venir le voir, sinon il faudrait l'amener donc dans une structure hospitalière. D'accord, donc une personne âgée qui fait une intoxication alimentaire, on ne prend pas ça à la légère dès le moindre justement, parce qu'en général on nous dit, voilà, la personne âgée ne veut pas déranger ses petits-enfants ou autre, et puis il se dit non, ça va mieux, vous inquiétez pas, ou le lendemain ça va mieux, ça ira, mais il faut quand même une consultation. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est ça chez un sujet âgé. Très bien. Et nous passons maintenant à la protection solaire aussi, parce qu'il est important de se protéger du soleil. L'été, c'est aussi s'exposer au soleil pour avoir ce beau teint allé, mais il faut se protéger parce qu'on risque gros avec le soleil. Alors comment les phototypes cutanés, vous avez tout à l'heure parlé d'un phototype, sont-ils définis et en quoi influencent-ils le risque de brûlure et le choix de la protection solaire? Alors pour le phototype, c'est tout simplement la couleur de peau, donc c'est la carnation. Donc ça varie de 1 à 6, du plus clair au plus foncé. Le 1 étant pour les roux, c'est des gens en général qui bronzent pas, voilà, qui brûlent. Exactement, c'est des gens qui brûlent. Alors ça, c'est ce qui est de phototype. Pour la protection solaire, oui, donc tout comme l'été ou l'hiver, on doit se protéger donc contre le soleil. Ça se fait d'une manière, c'est-à-dire cruciale, d'abord, comme on avait dit, textilo-physique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement par le port de chapeau, de maillots anti-UV, se mettre sous un parasol. Donc les chapeaux, c'est préférable qu'ils soient donc à bord large. Donc en plus de ça, donc l'écran solaire, on avait parlé du SPF, donc de la couverture UVA, UVB, le fait que ça s'applique chaque 2 heures. Après, il faut prendre en compte en fait le sujet. Est-ce qu'on est devant un enfant, un adulte ou une femme enceinte? C'est pas, c'est-à-dire l'écran solaire, il doit être adapté. Mais justement, pour cet écran solaire, il y a des filtres qu'on appelle minéraux et des filtres chimiques. Alors, comment choisir
prendre, minéral ou chimique. Les minéraux sont ceux qui laissent la trace blanche, c'est ça? Voilà. Alors, pour les filtres solaires, donc vous avez le filtre minéral qui joue le rôle d'un bouclier. Donc, il est là, il vient s'interposer entre la peau et les UV. Donc, c'est ce qui donne justement cet aspect blanc. Voilà. Et on le préfère justement pour les femmes enceintes et les enfants. Pour les femmes enceintes, on préfère aussi qu'il soit anti-tache du fait du risque du mélasma, donc pour la femme enceinte. Voilà. Donc, le filtre minéral, c'est-à-dire il ne réagit pas avec les cellules. Il est là comme un bouclier. Contrairement au filtre chimique, lui, il agit comme une éponge. Donc, c'est des substances, c'est des nanoparticules qui vont venir interagir avec les cellules de la peau, créer une certaine, comme ça, une formule chimique, créer de la chaleur et agir comme une éponge, donc refléter ces UV. Voilà. Donc, pour les filtres, on les choisit, tout dépend, comme j'avais dit, les sujets, donc l'âge, l'enfant et la femme enceinte. Et le sujet adulte. Après, on a tendance à se demander, c'est-à-dire cet effet blanc pour les peaux grasses notamment, donc ça dérange. Pour les peaux grasses mixtes à grasses, donc on préfère justement les écrans chimiques. Qui ont moins cet aspect gras aussi. Absolument, voilà. Parce qu'on pense aussi aux boutons et après on se dit, on se protège du soleil, mais après on se retrouve avec... donc on préfère, on préfère donc les filtres chimiques. Alors à long terme, quels sont les dommages sur la peau, les dommages du soleil sur la peau justement? C'est un point très très essentiel donc pour parler des effets à long terme. Donc on a des effets plus ou moins graves, on parle du vieillissement, des rides, des télangiectasies, de la pigmentation, etc. Mais la gravité en fait réside dans le fait que c'est-à-dire les rayons ultraviolets vont être le lit, donc plutôt la cause des cancers cutanés. On va commencer d'abord par les lésions précancéreuses. Ce sont ces deux petites lésions comme ça, brunâtres, rougeâtres, avec des croûtes, parfois érodées au centre, donc avec une petite ulcération qui ne cicatrise pas. Donc il faut absolument consulter un dermatologue. Et après on a les cancers. Donc le soleil est un facteur direct et en même temps évitable. Donc on peut l'éviter en matière de cancer. Nous avons le mélanome qui est très très agressif. Heureusement pour nous que c'est le moins fréquent. On a le basocellulaire principalement et le spinocellulaire. Très bien. Et pour les personnes qui ont des taches ou par exemple des grains de beauté sur le dos, qui ont beaucoup de grains de beauté sur le dos, faut faire surveiller. Bien sûr. Donc déjà on parle d'une population cible, d'où l'intérêt du phototype justement. Pourquoi on classe des gens, c'est-à-dire la couleur de la peau du phototype 1 à 6, les phototypes 1, 2, 3 par exemple, c'est des sujets à faire beaucoup de complications, de coups de soleil, de vieillissement et des lésions précancéreuses, d'où l'intérêt donc de les classer, de les mettre dans la cible pour un dépistage. Donc pour les grains de beauté, oui, les gens avec plusieurs ou nombreux grains de beauté, c'est une cible pour le dépistage. Donc les autres, c'est généralement les professions exposantes, les gens qui travaillent au soleil toute la journée. Et vous avez aussi l'antécédent d'un cancer cutané, quel que soit le type, personnel ou familial. Voilà. Donc pour les grains de beauté, donc oui, c'est-à-dire la clé du dépistage, c'est l'auto-examen. C'est aussi facile, donc c'est de se mettre devant un miroir et s'inspecter la peau de la tête aux pieds, y compris les ongles, le cuir chevelu, les espaces interdigitaux, donc entre les doigts et entre les orteils, la paume des mains et la plante des pieds. Donc il faut que le conjoint ou la conjointe aide, ou la maman avec ou un le petit papa, voilà. Absolument. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? Quelles sont les lésions qui vont nous inciter à s'alarmer? Donc vous avez premièrement toute nouvelle lésion d'apparition donc soudaine ou récente ou par contre, il y a aussi d'anciennes lésions, de grains de beauté qui existent déjà depuis longtemps, mais qui subissent un changement aigu, un changement récent. Dans ce cas-là, on va suivre un petit diagramme qu'on appelle la règle ABCDE. Donc le A pour la symétrie. Donc généralement, c'est des grains de beauté ou des lésions. Quand on les replie sur deux, elles ne se replient pas. Donc c'est des lésions asymétriques. C'est pas le grain de beauté habituel qu'on connaît. C'est pas le grain de beauté qui est arrondi. Circulaire ou arrondi. Nous avons le B pour le bord, donc c'est pas le grain de beauté ou la lésion qu'on connaît arrondi avec des bords limités, c'est des bords déchiquetés, voire flous. On a le C pour la couleur, donc la couleur, on n'a pas ce marron ou cette couleur chair qu'on connaît, c'est généralement une couleur très hétérogène, on peut retrouver du rouge, du noir, du bleu,
Voilà, du marron. Après, on a le D pour le diamètre. Il y a un consensus qui parle de 0,6 cm, donc 6 mm. Et le critère le plus important, c'est le E, c'est l'évolution. C'est des lésions qui évoluent très rapidement. Donc, ces signes devront faire donc alarmer le patient à consulter en urgence. Très bien. Merci, docteur. Et pour finir, justement, une question pour vous, docteur. Quand on part en voyage, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est la trousse de pharmacie de voyage, surtout quand on a des tout petits enfants. Et de quoi doit être composée cette trousse, justement, rapidement? Très bien, pour la trousse d'urgence, on reste toujours dans le traitement symptomatique, pour ne pas tomber aussi dans l'automédication. L'automédication, tout ce qui est antibiotiques, corticoïdes, etc. Dans le traitement symptomatique, c'est simple, on doit cibler les symptômes les plus fréquents chez le plus petit. Tout d'abord la fièvre. Bien sûr, un antipyrétique qu'on doit emmener avec. On doit lutter contre la diarrhée, donc on doit prendre bien sûr les sels de réhydratation et on peut autoriser un antidiarrhéique. Le traitement contre les vomissements, un antiémétique. Bien sûr, un antihistaminique qui est peut-être très très important pour plusieurs raisons, parce que durant la période d'été, il y a des piqûres de moustiques qui s'accentuent, donc on est emmené, parfois certains enfants qui font des réactions plus importantes qui ne sont pas seulement localisées, donc on est emmené à les mettre sous antihistaminiques. Et bien sûr, des solutés comme le sérum salé isotonique ou bien le sérum physiologique pour tout ce qui est des obstructions nasales, des lavages. Un antiseptique pour la même chose, ces piqûres de moustiques ou bien s'il y a des lésions cutanées qui apparaissent. Donc voilà, généralement la trousse doit être composée d'un traitement essentiellement symptomatique et on insiste aussi de ne pas tomber sur l'automédication. Voilà. Bien sûr. Merci docteur. Merci à vous d'avoir participé par rapport rapidement, à la protection. Docteur Moulay. On parle toujours de la femme et pas de l'homme. Les hommes aussi doivent mettre des écrans. En fait, les hommes, les femmes et les enfants. Avant 1 an, il est strictement interdit de faire exposer un enfant au soleil. Les écrans solaires, c'est à partir de 6 mois et encore. Oui, voilà. Très bien. Donc on n'oublie pas les enfants, les protections solaires. Parce que ça fait produire de la vitamine D3. La vitamine D3, l'humeur, le bonheur, la mélatonine, le système immunitaire. Très bien, merci à vous pour tous ces derniers conseils. Merci à vous d'avoir participé à cette dernière émission de la saison. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances à tous et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je tiens à remercier aussi la direction de Canal Algérie de m'avoir confié cette émission, m'avoir confié cette tâche et cette belle expérience. Je remercie aussi notre réalisatrice Nilda Ouziela qui m'a très bien accueillie dans cette émission et bien sûr notre rédactrice en chef Farah Tibouche qui m'a aussi beaucoup aidé. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique du Studio 2 et tous ceux qu'on ne voit pas, tous les collègues. Merci encore une fois, je vous souhaite un bon congé, de bonnes vacances et peut-être en septembre. Au revoir.